Bonsoir à tous, bienvenue dans Entre deux News. Ce soir, deux sujets, PDCI, RDA et présidentielle d'octobre prochain. De grosses interrogations autour de la sortie de Jean-Louis Billon qui a, je rappelle, animé une conférence de presse hier. Et puis dans la deuxième partie, Nadir Gbagbo brise le silence, défie la commission électorale indépendante et défie le président, défend le président du PPACI, son époux Laurent Gbagbo. Invité ce soir, M. Sébastien Kwame, porte-parole de M. Jean-Louis Billon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Ouais, merci. Avec vous, on parlera de la première partie de cette émission, du premier sujet. Et puis, des consultants avec nous, Michel Beta, journaliste et DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Michel Beta. Bonsoir, Cédric. Valentin Zawi, sociologue. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Guillaume Bateau, journaliste DG de Liberté. Bonsoir, Guillaume Bateau. Bonsoir, Cédric. Nous serons rejoints dans la deuxième partie par Marcel Niawa, analyste politique. Alors, tout de suite, un place au premier sujet de cette émission. L'ancien ministre Jean-Louis Billon réclame l'organisation d'une nouvelle convention pour désigner le candidat du PDCI-RDA, votre parti politique. Le président du PDCI, dernièrement réélu à la tête de la formation politique, demeure inéligible pour le scrutin d'octobre prochain. Tout d'abord, on se demande quel était l'objectif visé par cette conférence de presse quand on sait que tout ce qui a été dit était su d'avance. Merci. Alors, tout ce qui a été dit était su d'avance. Non, pas vraiment. Parce que les Ivoiriens attendaient quand même le ministre Jean-Louis Billon. Parce que la grande question, c'était que dit Jean-Louis Billon? Où va Jean-Louis Billon? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui se passe au PDCI-RDA? Mais définitivement, c'était quel est son positionnement? Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller en tant qu'indépendant ou pas? Alors, je pense qu'il fallait répondre à toutes ces questions et à ces préoccupations. Et c'est ce que le ministre a fait lors de cette conférence de presse. Dans la réalité, je vais résumer, parce que ça va être difficile de tout dire. Je vais résumer la conférence de presse. Alors, le ministre dit « Je suis PDCI-RDA et je n'ai jamais été autre chose que PDCI-RDA ». Cette affirmation est claire. Ensuite, « Je suis déterminé à aller à cette élection présidentielle et ce sera comme ça que ça va se passer. Je serai candidat à cette élection présidentielle. Ce que je souhaite, c'est que mon parti, le PDCI-RDA, me porte pour que j'aille à cette élection présidentielle, que j'aille gagner cette élection. » Mais le parti a déjà fait un choix. Ah, justement, c'est là que ça devient intéressant, votre question, parce que justement, le parti a fait un choix. Mais ce choix-là a deux problèmes. Le premier problème de ce choix, c'est que celui qui a été choisi n'est pas sur la liste électorale. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas, puisque la liste électorale sera publiée le 20 juin. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il a été radié de la liste électorale. On va voir maintenant concrètement ce que ça donne sur la liste quand elle va sortir. Ensuite, le deuxième problème, et c'est le plus gros, il y a eu une décision de justice qu'on a eue la semaine dernière, qui est claire. L'élection du président du PDCI-RDA au 8e congrès de décembre 2023 est illégale. Voilà ce que la juge dit. Toutes les décisions issues de ce 8e congrès sont illégales. Ce qui veut dire que, et le ministre l'a dit hier à la conférence, actuellement, le PDCI n'a pas de bureau. Le PDCI, toutes les nominations sont illégales. Tout ce qui est issu du 8e congrès, c'est fini. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que aussi on a la convention qui a désigné le président du PDCI, qui était d'ailleurs candidat unique, comme candidat aux élections présidentielles. Cette convention étant issue et organisée par ceux qui ont été nommés par lui à l'issue du 8e congrès, eh bien, cette convention aussi ne tient plus. Il faut organiser une nouvelle convention. Bien, Michel Beta. Moi, je suis un peu surpris que toutes les actions du candidat déclaré Billon s'adressent un peu contre son parti, contre son président. J'ai dit qu'après la conférence du ministre Billon, il y a plus d'interrogations que de certitudes. Je veux les poser simplement. Le ministre Billon estime que le président du PDCI élu par les militants est hors sol. Il estime aussi que ceux qui sont autour de lui sont des repéros, un mot injurieux plus ou moins. Et il estime que les sages qui ont organisé ne sont pas sages. Et maintenant, il veut prendre la tête de ce parti pour être conduit comme leur candidat. Mais avec tous ceux qu'il a déjà dénoncés, critiqués, il pense conduire ce parti avec qui? Ça, c'est ma première question. Il compte conduire ce parti avec qui? Et la deuxième interrogation qui me vient à l'esprit, c'est son timing. Voilà qu'un procès
que le président du PDCI a qualifié d'harcèlement judiciaire. Il a qualifié de ces procès-là bon, je veux dire, d'une justice aux ordres, à la sorte du parti au pouvoir qui veut bouffer du PDCI-RDA. Ces deux procès qu'il a reçus, tant bien que mal par sa stratégie politique, à vider de leur objet, viennent de prendre fin. Et le ministre Gilbert Bion se retrouve avec celle qui a porté tout ce combat-là à sa conférence de presse. Est-ce que c'est parce qu'ils ont échoué juridiquement que maintenant ils viennent se dresser visage à visage découvert je dis même pour défier le parti, parce que sa déclaration, c'est en dehors de la direction du parti, en dehors des instances du parti. Voilà mes deux préoccupations. Merci. Alors, je vais éclaircir les choses. Vider juridiquement, oui. Mais est-ce que Dame Yapo a perdu le procès? Alors, quand on se concentre sur la dernière phrase et qu'on se consacre uniquement à cette dernière, effectivement, c'est ce qu'on peut penser. Mais il faut lire totalement la grosse. Et c'est ce que nous avons fait. Quand on lit la grosse, la juge dit que l'élection du président du parti au 8e congrès est illégale. Voilà. Nous sommes dans le 9e congrès. Non, justement, attendez. Le 9e congrès est un arbre qui vient d'une graine. La graine est illégale. La graine, c'est le 8e congrès. La graine est pourrie. Ça ne peut pas donner un arbre qui peut vivre. Voilà la réalité. Mais les risques sont gros pour notre parti. Mais est-ce que vous préparez une action judiciaire? Justement, nous ne préparons pas d'action judiciaire et c'est ce que le ministre dit depuis. Et tout à l'heure, il a dit oui, il a traité celui-là de ceci. Justement, lui au moins il parle. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas. Il y en a qui ne disent rien. Et il a dit à la conférence, mais ça vous ne l'avez pas noté, il y a des gens qui sont plus dangereux que lui, qui ne disent rien, qui sont très fâchés. Pourquoi ils sont fâchés? Je vais vous le dire, M. Bétou. Ils sont fâchés parce que les tests du PDCI-RDA n'ont pas été respectés. Et c'est tout ce que le ministre dit. Je n'ai rien contre personne. Mais ce que nous on veut ici, au PDCI-RDA, c'est qu'on respecte nos textes. Depuis décembre 2023, les textes du PDCI-RDA ne sont pas respectés. D'abord, les conditions d'éligibilité. Ceux qui ont organisé le congrès électif de décembre 2023, ils n'étaient pas au courant que les candidats, parmi les candidats, il y en a un qui avait perdu sa nationalité française, sa nationalité ivoirienne, du fait de sa naturalisation. Ça, ils ne le savaient pas. Ils n'ont pas fait d'enquête pour savoir. Ensuite, avait-il 10 ans de présence au bureau politique? Plusieurs voix se sont levées. Et Jean-Louis Billon dit, nous avons un président, et c'est ce qu'il a dit. Au 8e congrès, on a eu un président, on a eu beaucoup de doutes, on a levé la voix, personne ne nous a écoutés, et voilà le résultat. Donc finalement, la justice lui a donné raison, en annulant, et puis c'est grave, c'est même une honte pour le PDCI-RDA, un congrès annulé pour illégalité. Vraiment, avec tous les cadres qu'on a au PDCI-RDA et avec tout le background, tout le passé qu'on a dans ce parti, c'est vraiment dommage. Bien, Guillaume Bateau, je demeure un militant du PDCI-RDA, je suis candidat à la présidentielle pour le parti. Ce sont les propos de Jean-Louis Billon. Finalement, le PDCI aura 2 candidats, dont un autoproclamé, Jean-Louis Billon. Le PDCI n'aura pas 2 candidats. Quand on sait que Thiam est déjà candidat oui, également. Mais il faut lire tout le propos du ministre Billon. Je serai candidat, même si cela doit se faire en dehors des structures traditionnelles. Il est clair aujourd'hui qu'avec cette direction, même si M. Kwame, je suis d'accord avec lui, que cette direction a été déclarée illégale, cette direction aujourd'hui qui a la manœuvre PDCI-RDA ne donnera pas, ou ne permettra pas que M. Billon soit le candidat officiel du parti. Cela est clair. Même si aujourd'hui une nouvelle convention était convoquée, comme M. Billon le demande lui-même, je ne suis pas sûr, en tout cas je suis sûr à 100%, que cette convention n'ira pas investir M. Billon. Donc, on est quasiment sûr que le PDCI n'aura pas 2 candidats. Et c'est pour ça que je le disais à M. Kwame avant notre plateau, que moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi le ministre Billon continue de vouloir tirer le PDCI vers lui. Je trouve que ce sera trop d'efforts inutiles
une perte de temps et une perte d'argent. Alors qu'il a le choix, la possibilité de s'afficher, d'aller en campagne en tant que candidat indépendant. Parce que finalement, c'est ce qui va arriver. Parce que je ne vois pas comment, vous avez vu les premières questions de mon ami et frère Beta, comment, avec l'ambiance actuelle au sein du PDC-RDA, le ministre Bion ayant alerté l'opinion et les faits lui ayant donné raison, généralement en Afrique, notamment dans les partis politiques, les gens n'aiment pas reconnaître qu'ils ont eu tort. Et je crois malheureusement que le PDC, comme d'autres partis d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance de tout ou rien. Voilà, c'est la saison de tout ou rien. Donc, dans cette saison-là, je ne vois pas comment le ministre Bion peut être candidat du PDC-RDA. Merci, Valentin Zawi. Moi, j'avais une question pour M. Kwame, parce qu'il a dit lui-même tout à l'heure, quand il a pris la parole, que veut le ministre Bion. J'ai aussi, moi, du mal à suivre un peu le chemin du ministre. Il y a une interview que le ministre Bion a accordée à Voice Africa en date du 23 janvier 2025, et je cite, « Si vous regardez, en parlant du président Ouattara, il a un bilan très honorable, il a un bilan à défendre. Et en tant qu'opposant, ce sera un adversaire difficile à battre. » Quand on dit ça, quand on est challenger, qu'on dit ça du président sortant, qu'on est censé affronter dans une élection présidentielle, quel crédit on a à proposer une alternative aux Ivoiriens? C'est bon? OK. Alors, on fait de la politique avec nos valeurs. Voilà. Le ministre Jean-Louis Billon, dans plusieurs déclarations, a dit « Je ne ferai pas de politique au détriment de mon éducation ». Dans son éducation, c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui sait reconnaître ce qui est bien fait et ce qui ne l'est pas. Il n'est pas politicien juste pour parler. Sachez que c'est un homme d'affaires, chef d'entreprise. Il sait évaluer les choses. Quand c'est bien fait, il s'est dit « ça, c'est bon ». Et aussi, il s'est dit « voilà comment est-ce qu'on peut l'améliorer ». Et c'est ce qu'il dit. Il faut vraiment... Et souvent dans des débats, je dis « pourquoi est-ce que les gens veulent forcément fermer leurs yeux à ce qui se passe dans le pays ?» Il y a des choses qui ont été faites. Le reconnaître n'est pas mauvais. Monsieur Kwame, à votre permission, j'entends bien ce que vous me dites, mais dès l'instant où le ministre Bion dit ça, ça veut dire qu'il valide le travail fait par M. Ouattara, et il y a des raisons de le valider. Donc dès l'instant où il est d'accord avec ce qui a été fait, en termes d'attente des Ivoiriens, en termes d'engagement tenu en 2020 par rapport au président sortant, à la fin, ça veut dire que lui, il n'y a rien à proposer, puisque ce qui a été fait, il est d'accord. Voilà, donc c'est ça le sens de ma question, en fait. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, justement. Je suis en train de vous répondre, là. Oui, mais les valeurs, d'accord, mais ça... non, lui, il ne va pas faire de politique juste pour se mettre sur le plateau, le podium, pour dire tout est mauvais parce que je suis opposant. J'entends bien. Tout est bon, alors. Qu'est-ce qu'il va apporter? C'est qu'il dit. Tout est déjà bon. Il dit, il y a des choses, ils ont un bilan à défendre. D'ailleurs, il faut pour un opposant être vraiment, je veux dire, dans l'opposition pour s'opposer, pour dire que le parti au pouvoir ne va pas défendre son bilan. Ceux-là, ils ont un bilan à défendre. Au contraire, ils tirent la sonnette d'alarme. Il dit, ne pensez pas que cette élection va être facile, parce que ceux qui sont en face ont un bilan à défendre. Et c'est un bon bilan. Nous voulons faire mieux. Et il a dit sur un plateau, je pense que c'était en Europe, RFI TV5, ou alors RFI, je ne sais plus, France 24, où il a dit, le président Ouattara, c'est une Formule 2. Moi, je vais faire la Formule 1. Voilà. Le pays est appelé à s'améliorer, à aller de l'avant. Si on veut dormir pour dire, OK, c'est bien fait, donc on ne change pas, il y a un problème. Par contre, si on dit, rien n'a été fait, ce n'est pas honnête. Donc voilà sa démarche. Des choses ont été faites. Les Ivoiriens ont encore des attentes, par exemple, sur la vie chère. Ils ont des attentes sur le logement. Ils ont des attentes sur les embouteillages à Abidjan. Ils ont des attentes sur les différents pôles industriels de développement qu'on doit créer dans l'intérieur du pays. Ils ont toutes ces attentes-là. Et Jean-Louis Billon dit, moi, je veux faire des Ivoiriens premiers chez eux. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Il se dit, je vais parler de ce qui n'a pas été fait. Il y a encore des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir se soigner parce qu'ils n'y ont pas accès. Il y a encore des gens qui se plaignent. Regardez les enseignants qui disent, nos conditions, nos salaires et tout ça, ça ne va pas. Donc, il y a encore des choses à faire. Mais le bilan est très honorable. Hein, donc, des choses ont été faites. Le reconnaître, ce n'est pas se disqualifier
pour aller à une présidentielle. Au contraire, de reconnaître ça. D'ailleurs, ça apaise le climat aussi. Ça apaise le climat. On va faire de la politique et pour cela, pour se valoriser ou pour exister, il faut insulter les autres. Non, Jean-Louis Billon ne le fera pas. Non. Jean-Louis Billon ne le fera pas. Non, il dit, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup à faire. Merci. Même aux États-Unis, il y a encore beaucoup à faire. Merci. Michel Betta. Jean-Luc Bion, avant sa conférence, a fait le tour du pays quand même pour mobiliser certaines personnes à sa cause. Mais jusqu'ici, au sein du PDCI, je n'ai pas encore entendu une voix discordante lorsque un bureau politique est convoqué ou bien une convention est convoquée. C'est-à-dire que Jean-Luc Bion, son leadership n'a pas encore été accepté ou bien adopté par le PDCI au point qu'on se demande comment il a construit sa relation, puisqu'il dit souvent que le président actuel est hors sol. Comment il a construit sa relation avec ces militants-là, de sorte que quand il y a un bureau politique, il n'y a pas une voix discordante qui sort pour dire que Jean-Luc Bion, nous on voudrait Jean-Luc Bion, ou on adopte le projet de Jean-Luc Bion. Je le dis pourquoi? Parce qu'en 2018, lorsque le PDCI sortait du RIDP, on a vu des voix qui ont adopté le RIDP. Et non des moindres, qui ont dit, oh, c'était un bureau politique, on a pu voir les vidéos, des gens ont dit, non, nous on veut que le PDCI reste au RIDP. Mais bien qu'elles n'ont pas été suivies, mais elles se sont prononcées. Mais dans aucun bureau politique jusqu'à ce jour, on a entendu une voix discordante en faveur de Jean-Luc Bion. C'est-à-dire que le leadership de Jean-Luc Bion, je pense qu'il n'a pas encore été adopté par les militants du PDCI. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, mais non. Alors, le bureau politique n'est pas un endroit pour aller soutenir un candidat d'abord. Non, pour donner pas au bureau politique, c'est dans les urnes que ça se passe. Ou alors en campagne. Alors, ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand vous dites, ça c'est impeccable. 2018, vous, le journaliste, vous avez la mémoire qu'il y a un groupe qui a dit on veut rester au RSDP. Oui. Et puis, il y a un autre groupe qui a dit non. Mais dans ce groupe-là, il y avait Monsieur Bion, tout à fait. Il y avait Jean-Louis Billon. Oui. Dans la Troïka, paix à son âme, feu le Premier ministre Gon Coulibaly. Non, je parle de l'expression. Vous allez me laisser terminer, s'il vous plaît. Oui. Alors, à qualifier, parce que quand vous parliez, je vous ai écouté, à qualifier ceux qui ont réussi à faire vivre ce PDCI RDA de Troïka. Et dans cette Troïka, il y avait le capitaine Courage, le professeur Maurice Kakoudi-Kawe, donc c'est lui qu'on a surnommé capitaine Courage, et puis M. Akossi Benjo et Jean-Louis Billon. Et Jean-Louis Billon a pris des coups sévères pour son engagement. Et vous voyez, les coups qu'il a pris, c'est quoi? D'abord, ils ont sorti le gouvernement, des impôts sur ces entreprises, une pression fiscale qu'on peut qualifier même d'harcèlement. Ensuite, président du Conseil général Liambol, on lui dit non, ce n'est plus possible. Donc, il prend tous ces coups-là. Vous voyez, chaque fois qu'il prend position, il prend ces coups-là. Et c'est la même chose qui se passe au PDCI-RDA finalement. Il dit, ce que vous faites là ne respecte pas les textes de notre parti. Et alors, on lui donne des coups. Ce que vous faites là n'est pas bon. On le convoque. Alors, vous êtes marqué par cette phrase-là, quand vous dites qu'il a dit que le président du parti était hors sol. Est-ce une injure? Hors sol, c'est hors sol. C'est un compliment, en fait. Voilà. Oui, à la limite, c'est un compliment. Tout à l'heure avant, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure avant le débat, M. Mbato me parlait de Bingerville. M. Bateau me parlait de Bingerville. Il dit qu'il a habité Bingerville dans les années... En 2015 et 2017. Voilà. Et qu'il a dû retourner à Bingerville la semaine... Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Il dit que Bingerville a changé. La ville a changé complètement. La population, il parle même de tripes. Ouais. Il parle de cités qui sont développées à Bingerville. Mais il va plus loin, M. Bateau. Il dit, si le PDCI, en 2010 ou alors avant ça, disait que Bingerville est mon bastion, aujourd'hui, le PDCI ne peut plus l'affirmer. Parce que les populations qui vivent à Bingerville se sont mixées. Il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, venues avec leur sensibilité. Vous vous rendez compte, M. Bateau, il a été hors sol de Bingerville. Imaginez quelqu'un qui a quitté le pays 22 ans. 23. Super hors sol. Non, s'il vous plaît. Super hors sol. On va revenir au sujet. Il y a Guillaume Bateau qui voulait réagir. Non, je voulais juste apporter une précision. Bon, allez-y rapidement. Oui, il parlait de ceux qui se sont engagés pour le PDCI au bureau politique. Mais je veux lui rappeler aussi que Thiam s'est engagé. Lorsqu'il est venu rendre visite à Bédi, on lui a dit, tu es de quel camp? Il a dit, je suis PDCI, ma famille est PDCI. Donc, pour ceux qui ont pris des coups... Il était là en 2018? En 2022.
Ah, mais le combat était déjà terminé. Médecin après la mort. On lui a demandé, c'est une question. Oui, est-ce que vous êtes PDCI? Là où tout le monde allait au RHDP, il a dit. En 2022? En 2022, il était là, il était venu rendre visite à Bédier. Non, mais qui allait au RHDP en 2022? On parle de 2018. Non, mais je dis pour ceux qui ont choisi de rester au PDCI, il a affilé. Merci. Ça, c'est le médecin après la mort. Merci, Michel Le combat est déjà terminé. Merci, monsieur Sébastien Kwame. Guillaume Bato, allez-y. Moi, la question que je veux poser à M. Kwame, je lui ai posée hors micro, mais je la pose sur le plateau. Pourquoi le ministre Billon s'échappe ou bien s'échine à vouloir le PDCI alors qu'il sait que manifestement il ne pourra pas l'avoir? Pourquoi il ne se consacre pas à sa campagne, à dire aux Ivoiriens ce qu'il compte faire, ce qu'il a déjà fait, et comme si il reste un peu nostalgique du PDCI, parce qu'on voit bien que c'est une perte d'énergie. Pourquoi? Merci. Alors, tout à l'heure, effectivement, comme vous m'avez posé la question hors débat, je n'ai pas voulu aborder parce que je savais que ça allait revenir ici. Alors, dans la réalité, la conférence d'hier, l'ouverture de la conférence a été ça. Quand je parle d'ouverture, c'est-à-dire, quand il a fini de parler, pour moi, je ne vais même pas parler d'ouverture, la projection, voilà. Alors, il a fait un constat. Il y a un groupe, il est PDCI-RDA. Ça, vraiment, c'est tellement en lui. Et puis, il y a eu le combat. Vous savez, quand vous êtes battu pour quelque chose, c'est difficile de voir cette chose mourir. Ou alors aller droit dans le mur. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça fait combien d'années que le PDCI-RDA n'a pas eu de candidat à l'élection présidentielle? Quand on sait que la mission d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir d'État. Quand vous n'allez pas aux élections pour diverses raisons, parce qu'on a mal au pied aujourd'hui, parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que voilà, on veut boycotter, toutes ces raisons, vous n'allez pas, mais les échéances passent, les années passent, et puis les populations, les générations passent. Et donc, on ne vous connaît pas. Vous disparaissez. Et c'est ce qu'il veut éviter à ce PDCI-RDA pour lequel il s'est battu et a pris des coups. Ça, c'est la première des choses. Donc, il part du PDCI-RDA pour dire, il y a un groupe qui va dans l'impasse. Moi, je suis l'espoir. L'impasse, c'est pas bon. Parce que dans cette impasse, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est des violences. Moi, je suis l'espoir parce que je veux sauver les vies des Ivoiriens, je veux préserver la paix, je veux des élections apaisées. Et puis, ça, c'est ce qu'il dit aux gens du PDCI-RDA. Et il ouvre ce discours sur le peuple de Côte d'Ivoire. Et il dit, je vous ai entendu. Je comprends vos attentes. Je vois vos souffrances. Et quel que soit ce qui va se passer au PDCI-RDA, je serai candidat pour vous parce que je veux répondre à vos besoins. Mais il y a d'autres personnalités au PDCI-RDA qui peuvent remplacer Tidjane Thiam. Pourquoi forcément Jean-Louis Billon? Jean-Louis Billon est candidat. Maintenant, les autres personnalités n'ont qu'à se déclarer. Lui l'a fait. Bien, Michel Beta, ensuite Valentin Zawi. Bon, on est tous d'accord que Thiam, lorsqu'il est venu, il a appelé toutes les ambitions à s'exprimer. Donc, je pense que l'ambition est légitime. Mais quand l'ambition s'exprime d'une certaine, sans base réelle, comme je l'ai indiqué, sans avoir mailloté le terrain, sans avoir établi, je veux dire, avoir su dompter les bases, parce que jusqu'ici, moi, je ne vois pas de base s'exprimer en faveur de Billon. Je veux prendre, pour exemple, les différentes élections se sont déroulées de façon éclatée. De sorte que, même dans une région, d'autres pouvaient exprimer des voix discordantes à celles de Thiam. Mais partout, tout le monde s'est exprimé en faveur de Thiam. Je veux dire que quand l'ambition est exprimée sans avoir mailloté le terrain, sans avoir un projet clair, ça devient un peu comme une division qui fait le lit de l'adversaire. Aujourd'hui, on a l'impression que Jean-Louis Billon fait plus le lit du RHDP en prenant la division au sein du PDCI que de vouloir vraiment mobiliser les énergies pour en faire un PDCI fort avec tous ceux qui sont là. Il tend la main, mais visiblement, il tend la main sans vouloir vraiment rassembler tout le monde. Parce que quand tu as fini de dire tout ce qu'il a dit, je ne pense pas que lui veuille rassembler en vue de ce que tout le monde se rassemble autour de lui. Donc, je dis finalement que Jean Billon est en train
travailler à diviser le PDCI et il fait plus le lit du RHDP que tout de l'opposition. Bien avant de réagir, on va prendre la réaction ou la question de Valentin Zawi. Oui, j'ai envie de rester sur la préoccupation de Michel, parce que la question demeure, que veut le ministre Jean-Louis Billon? Quand on est légaliste comme il est, parce que attaché aux lois, il fait bien. Quand en 2018, vous le rappeliez tout à l'heure, il était question que le PDCI disparaisse, il fait partie des cadres du PDCI qui, avec des griffes, avec hargne, ont défendu ce parti. Et puis, après décembre 2023, la parole qu'il a sur la place publique, c'est des propos pas forcément courtois, gentils pour l'homme élégant qu'il est, avec tout en rappelait, Ropero pour des camarades de parti et tout le reste. Quand on finit de faire tout ça, et que finalement, on compte sur le PDCI pour briguer la magistrature suprême, qu'est-ce qu'il peut espérer? Parce que j'ai l'impression qu'il veut une chose son contraire. On a des propos qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas... et après, quand même, le parti, on compte sur le parti. À la fin... Alors, vous savez, les hommes passent, les institutions restent, surtout quand elles sont très, très bien établies. Et on établit les institutions avec des lois, avec des règles. Jean-Louis Billon, quand les règles ne sont pas respectées, il dit qu'elles ne sont pas respectées. Point barre. Pour cela, il a été le premier à être victime d'injures. Vous avez oublié, vous, journalistes, cette histoire, ce meeting à Yopougon où ils l'ont traité de doi. C'est un doyman. Là, vous ne l'avez pas noté. Mais quand lui dit... C'est-à-dire qu'il lançait de fausses informations, il ne disait pas la vérité, c'est ça? Non, c'est même plus grave. C'est même plus grave. Il y en a même qui sont allés jusqu'à lui dire « Oh, il n'a rien. C'est un doyman. Il fait croire qu'il est riche. » Mais doyman, pour les non-initiés, c'est des mensonges, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. C'est des mensonges. Un imposteur. Voilà, un imposteur. Ils l'ont traité de menteur. Et là, vous n'avez rien dit. Là, vous, journalistes, vous n'avez pas noté ça. Et c'est seulement parce qu'il a dit « Ropero ». Mais un Ropero, c'est quoi? D'abord, c'est un mot qui vient du Nouchi. Le Nouchi, c'est vraiment, ça s'étire, quoi. On peut vraiment prendre ça dans tous les sens. Comme Doyer aussi. Comme Doyer aussi, ça vient du Nouchi. Un Ropero peut être quelqu'un qui vous demande de l'argent, mais un Ropero, ça peut être quelqu'un qui vous induit en erreur aussi. Vous faites quelque chose qui n'est pas bien, et puis lui, là, il vous encense. Laudateur. Oui, justement. Les laudateurs sont des Ropero. Voilà ce qu'il dit. Vous n'allez pas dans la bonne direction, mais ils sont là. Monsieur le Président, mon cher Président, c'est très bien, Monsieur le Président. Voilà ce qu'il voulait dire. Il y a trop de laudateurs. Alors que nous, le PDCI, d'ailleurs, Jean-Louis Billon n'a jamais attaqué le PDCI RDA. Il a juste dit, et avec des mots très gentils, il parle de Tidiane est quelqu'un que j'apprécie. Retournez sur l'interview, vous allez voir. Il a dit, est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Mais il est entouré par les mauvaises personnes qui l'induisent en erreur, malheureusement. Voilà ce qu'il dit. Donc, ce sont ces repéros, comme vous aimez le mot, qui induisent le président en erreur. Et comment est-ce que le président est induit en erreur? C'est on le pousse à ne pas respecter les textes. Et hier, il a dit à la conférence de presse, vous n'avez pas noté, qu'il y a des gens au sein du PDCI-RDA. Quand vous dites que lui, personne ne parle pour lui, il y a des gens au PDCI-RDA qui lui ont dit il va être bloqué par l'article 48. Voilà. Et lui, Jean-Louis Billon leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas? Vous êtes en train de faire, le monsieur est en train de dépenser de l'argent. Bien, merci. Votre mot de fin. Il dépense de l'argent. Oui. On a 45 secondes pour terminer. Votre mot de fin. Alors, mot de fin, ça va être difficile parce que le débat était très intéressant, mais on doit terminer, c'est dommage. Alors, donc, Jean-Louis Billon, pour le PDCI-RDA, il va remporter cette élection pour le PDCI-RDA. Il est le candidat de l'espoir. Espoir pour les Ivoiriens, parce que Jean-Louis Billon ne laissera pas les Ivoiriens souffrir. Il va faire mieux. Formule 1. Merci, M. Sébastien Kwame. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de M. Jean-Louis Billon, candidat déclaré à la présidentielle et cadre du PDCI-RDA. On espère vous revoir très prochainement sur les questions liées à cette personnalité. On vous accompagne avec cette réclame publicitaire. De retour de la pub et rejoint par Marcelin Niawa. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, le samedi dernier, les messagères de Laurent Gbagbo, mouvement de soutien
aux leaders du PPACI ont organisé un séminaire à Abidjan sur le parrainage citoyen en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Nadi Bamba, épouse Gbagbo, marraine du mouvement, y a réaffirmé la candidature de Laurent Gbagbo malgré son retrait de la liste électorale et dénoncé une exclusion politique déguisée selon ses termes. Elle a également déclaré que le parti n'a pas affaire à la CEI mais au Conseil constitutionnel, appelant à une élection inclusive. Tout d'abord, Guillaume Bato, comment vous réagissez face à cette sortie de Nadi Gbagbo? D'abord, je note une évolution que Mme Nadi Gbagbo n'en veut plus à la CEI. C'est une nouveauté qu'il faut noter. Elle ne considère plus que la CEI est un problème. Que maintenant, elle a choisi une nouvelle cible, qui est le Conseil constitutionnel. Je crois qu'elle a mis le curseur un peu plus haut. Donc, c'est ça la nouveauté. Après, bon, je ne sais pas comment elle compte mener ce combat contre le Conseil constitutionnel, puisque le Conseil constitutionnel se prononce en dernier ressort, c'est-à-dire le fait que juger les pièces qui lui sont amenées par la Commission électorale indépendante. Bon, elle dit que c'est le Conseil constitutionnel. Peut-être parce que le Conseil constitutionnel est dirigé par une femme, elle pense qu'elle a plus de chances de pouvoir la démonter, entre guillemets. Bah, moi, je lui souhaite bonne chance. Mais je lui rappelle que ça va être un peu compliqué parce que le Conseil constitutionnel, quand il se prononce, il n'y a plus de recours, malheureusement. Donc, je constate que Mme Nadi Gbagbo ne veut plus faire des histoires à la Commission électorale indépendante. Moi, je salue cela et je considère cela comme une avancée dans tout ce que nous disions ici, à savoir que la Commission électorale indépendante, effectivement, n'avait rien à voir avec les déboires de son époux. Elle fait le même constat que nous aujourd'hui. Moi, je m'en réjouis. Bien, Marcel Niawa, le discours a changé. On ne parle plus disons, d'émission du président de la CEI ou de dissolution de la CEI. Maintenant, on se dirige vers le Conseil constitutionnel. Comment vous réagissez face à cette sortie de Nadi Gbagbo, une sortie qui engage sur le PPACI? D'accord, merci M. Sidi. Je voulais d'abord faire une mise au point pour dire que lorsqu'il s'agit du président Laurent Gbagbo et son épouse, il faut que certains arrêtent de sortir et sortent de la bassesse. Parce que sur les réseaux sociaux, dans certains journaux ailleurs, on a vu des discours de cours communes. On n'en a pas besoin dans ce débat qui est très sérieux. Maintenant, concernant les propos de Mme Nadi Gbagbo, mais Mme Nadi Gbagbo ne s'est jamais attaquée à la CEI, à M. Kubey, la CEI. Mais le PPACI? Non, mais ce n'était pas la voix du PPACI. Mais elle défend le PPACI. Mais elle défend la cause de son mari, de son époux. Qui est président du PPACI. Qui est président du PPACI. C'est très différent. C'est très différent. Parce que le samedi, ce sont les femmes, surtout Odette Soué, qui est le président des messagers, dans le cadre comment on appelle, des parrainages, qui a organisé un séminaire pour expliquer aux femmes du PPACI le bien fondé, pour les former sur le bien fondé des parrainages. C'est dans ce contexte-là que Mme Nadi Gbagbo a été invitée. Elle n'est pas la marraine, comme vous le faites croire à certaines personnes. Mme Gbagbo, elle n'a jamais été la marraine des messagers, elle a été simplement invitée. Et à cette occasion, oui, elle a transmis sa foi aux femmes du PPACI. Elle a expliqué pourquoi elle est sûre que son mari sera sur la liste électorale. Et pour cela, elle s'est simplement attachée aux propos de Kubey. Il y a eu des vidéos qui ont été lancées, qui ont été analysées. Et à la suite des propos de M. Kubey, elle a dit, M. Kubey lui-même reconnaît que son mari a tous ses droits civiques et politiques. Donc, en principe, il doit être sur la liste électorale. Et M. Kubey, qui a même dit dans son explication, si à leur niveau, ça ne passe pas, c'est que le problème devient politique. Alors si c'est politique, elle, en femme de foi, elle pense que son mari sera sur la liste électorale. Donc elle ne s'est jamais attaquée à M. Kubey, elle ne s'est jamais attaquée à la... Elle est là pour galvaniser les femmes, pour leur dire merci pour tout ce qu'elles font pour son époux, qui est candidat, et de croire en la lutte. Donc voilà le message fort qu'elle est allée lancer aux femmes qu'il avait invitées. Mais je souligne qu'elle a juste fait l'ouverture du séminaire et puis elle s'est retirée. Le reste, les femmes sont restées en formation. Il y a eu des personnes ressources qui étaient là pour les former. Elles sont restées toute la journée en formation. Bien, Nadi Bamba descend dans l'arène politique. Valentin Zawi, nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Mme Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. A-t-elle fait savoir? Réaction.
On observe et on a le droit de se poser quelques questions. Parce que nos partis politiques, finalement, alors si ce n'est pas cette conception syncrétique du chef qui est élu et qui, après, qui a droit de vie et de mort sur tous les autres, parfois, c'est l'époux du chef qui intervient. En quelle qualité, on a du mal à apprécier. Et en plus, quand elle parle politique, on ne sait plus si elle parle au nom du parti de l'époux ou si elle parle en son nom, en tant que citoyenne. Bon, ça fait un peu de désordre. Donc, je dis ça aussi, il faut peut-être qu'on arrive à clarifier les choses. Après, c'est son droit que défend j'allais dire, au rythme de les droits de son époux, qui n'est pas sur la liste électorale, sous prétexte que... Voilà, est-ce que ce n'est pas une manière d'anticiper le rejet du dossier de candidature du président Laurent Gbagbo qui est inéligible? Mais écoutez, je pense qu'elle est mieux placée pour vous répondre. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette stratégie parce que finalement, la question qu'on peut se poser, c'est quand entreprend le PPACI pour que, effectivement, le président Gbagbo soit réintégré, reversé sur la liste électorale. Marcelin Niawa, réagissez, après revient à Michel Betta. Ce que je vais indiquer à mon frère Valentin Zawi, il n'y a pas de désordre dans ce que fait Mme Nadi Gbagbo. C'est normal. Elle soutient la cause de son mari, de son époux, qui est en difficulté. C'est une injustice qui frappe. Oui, c'est une injustice qui le frappe. Quelqu'un qui a tous ses droits, qui a été jugé à La Haye et qui vient en Côte d'Ivoire, et on lui reproche des choses qu'on invente qui n'existent pas. Qu'est-ce qui a été inventé? Mais par exemple, le cas de la BCAO, le procès sur la BCAO, c'est une invention. Parce que si c'était réel, lorsque le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, on ouvre le procès, puisqu'on dit que c'était en son absence, et il fallait, dans ce cas, quand le président Laurent Gbagbo arrive, et le procès soit... Mais ça n'a pas été le cas. Et le cas de la BCAO n'a jamais existé. Bien. Dans la mesure où merci, les premiers responsables ont été... Merci, on vous a servi. Vous avez l'occasion. Je vais juste faire une précision. Rapidement, voilà, très rapidement. Non, je vais juste faire la précision. Madame Nadi, épouse Gbagbo, a le droit de défendre son époux. C'est pas ça le sujet. Mais je dis quand elle prend la parole publiquement, on ne sait plus trop qui parle. Est-ce que c'est en qualité de... C'était ça mon point, sinon elle a le droit de défendre son époux. Voilà, c'est le pour du président Gbagbo qui parle. Michel Betta. Moi, je crois que quand les institutions ferment la porte de la démocratie, il faut parler aux consciences. Et je pense que Nadi Gbagbo... Mais le Conseil constitutionnel est une institution ivoirienne. Non, mais jusqu'ici, le processus électoral est vicié. Jusqu'ici, les uns et les autres dénoncent la manière de conduire de la CEI, au point que la CEI aujourd'hui est discréditée, puisque plusieurs entités sont sorties de cette institution. Donc, je dis, quand les institutions qui sont censées conduire la démocratie ferment la porte à la démocratie, il faut parler aux consciences. Et la voix de Nadi répond comme celle qui parle aux consciences des Ivoiriens, à la morale des Ivoiriens. Parce que, en fait, finalement, elle ne parle pas que de Laurent Gbagbo. Elle parle de tous ceux qui sont radiés. Et quand elle dit qu'il faut accorder du crédit à le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui, en dernier ressort, doit statuer en vue de nous donner la chance à notre démocratie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous observez le processus en cours, on est sûr d'une seule chose. Il y a un seul candidat qui est sûr de compétir. Il y a un seul champion dans un camp qui est sûr de compétir. Les autres sont radiés de la liste électorale. Mais vous pensez que cela... Et puis, elle va encore plus loin. Elle le dit, si Laurent Gbagbo est exclu du jeu électoral, ce jeu-là n'est plus démocratique. Donc, c'est un cri de ralliement de tous ceux qui sont concernés par cette situation-là. Un cri de ralliement qui, je pense, doit galvaniser non seulement les femmes, mais les autres partis politiques. Puisque après la sortie de Nadi, d'autres ont donné de la voix pour donner du poids à ses propos. Merci, Michel Betta. Je vais conclure ainsi. Allez-y rapidement. La voix de Nadi est la voix de ceux qui ne sont pas, qui se sont tus jusqu'ici et qui n'ont pas vu voix au chapitre. Bien, Guillaume Bateau, j'ai une question pour vous. L'appel à Dieu pour fléchir les cœurs, est-il un aveu d'impuissance politique ou une mobilisation émotionnelle calculée de la part de Nadi Gbagbo? C'est un aveu d'impuissance. Mon voisin de droite a dit que le président Gbagbo est en difficulté. Moi, j'ai été surpris. Parce que depuis toujours, il a dit que tout va dans le... Mais une injustice, c'est une injustice. Non, mais il est en difficulté parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, c'est une difficulté. Oui, jusqu'à présent, c'est pas dit. On dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, il sera sur la liste et que non, je va gagner. Oui, bon, à moins qu'on n'écoute pas de la même oreille. Moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est la première fois que j'entends un haut cadre du PPACI dit que le président Gbagbo est en difficulté. Je suis ici en tant qu'analyste. D'accord. D'où chacun vient. Il est en difficulté face à la mauvaise foi du RHDP. Parfois, il est en difficulté. Moi, je prends acte. Donc,
Il a parlé d'acte de foi. Bon, je ne savais pas que Mme Nadi Gbagbo était pasteur. Parce que... C'est les pasteurs ceux qui ont l'acte de foi, quoi. S'il vous plaît. Je crois que quand... Elle est croyante ou pasteur? Elle n'est pas pasteur, elle est croyante. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit nerveux. C'est Guillaume Dès qu'on peut s'écouter. C'est dit qui m'a posé la question. Elle dit que fléchir... Comment vous expliquez? Vous avez dit Fléchir les cœurs. Fléchir les cœurs. Bon, ça, c'est dans les églises qu'on voit ces choses comme ça. Oui, mais elle n'est pas pasteur pour autant. Bien. Alors, non, je n'ai pas fini, on ne va pas laisser terminer. Allez-y, Je vais dire, vous avez posé une question précise et je vais donner une réponse précise. C'est un aveu de puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à 5 mois de l'élection présidentielle. On voit bien, et Valentin a posé la question, qu'est-ce que fait le PPACI pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste? La réponse est rien. Ils ne font rien. Et aujourd'hui, parce que la liste va être publiée dans quasiment un mois, on change de cible. On anticipe. On va maintenant vers le Conseil constitutionnel. Parce qu'on a guerroyé pendant pratiquement 6 mois sans résultat concret. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2025 sur votre plateau. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et s'il n'y a pas d'amnistie d'ici le 20 juin, il ne sera pas sur la liste électorale. Bien. Donc c'est un aveu d'impuissance. Valentin Zawi. Oui. Alors, le problème du président Laurent Gbagbo n'est pas juridique, c'est un problème spirituel. Politique qui va se résoudre politiquement si et seulement si nous restons déterminés. Ce sont les propos de Nadi Bamba. Comment vous réagissez? Quelle lecture faites-vous de ces propos? Mais justement, moi je pense que quand on est démocrate, on ne peut qu'être malheureux du fait qu'à 5 mois de l'élection présidentielle, il y a des candidats crédibles qui soient exclus. Je vais dire, pardon, mais bon, on ne peut pas se réjouir de ce fait-là. Après, quelle est la raison pour laquelle le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? C'est qu'on évoque, si j'ai bien compris, il y a eu un procès, mais le procès, quand on le fait à Abidjan, c'est l'État des Côtes d'Ivoire, si j'ai aussi bien compris, qui l'envoie à La Haye. Et pendant qu'il est à La Haye, on lui fait un procès, comme on dirait, dans le dos, pour prendre un raccourci. Moi, j'ai posé la question à des amis juristes, jusque-là, j'ai vraiment pas compris voilà, la logique de cette affaire-là. Donc, il faut parfois aller au-delà des artifices juridiques. Et pour la paix en Côte d'Ivoire, je pense qu'on gagnerait à ce que les Ivoiriens qui ont envie de briguer la majesté suprême et qui peuvent le faire, on permette aux gens d'être candidats et puis après c'est le peuple ivoirien qui décide de qui va être président. C'est dans l'intérêt du pays en fait. C'est ce que je peux dire parce que juridiquement je ne vois pas le fondement de cette décision, donc il faut passer à autre chose. Marcelin Niawa, elle évoque une exclusion non juridique mais politique. Oui, mais je voulais encore insister pour dire qu'une injustice est une difficulté. Une exclusion est une difficulté. Tout à fait. Là, il faut le reconnaître. Donc, je voulais le dire à mon frère Guillaume. Mais oui, moi, je sais qu'il est en difficulté depuis longtemps. Moi, j'ai dit c'est une exclusion. La même chose, on peut le dire autrement de plusieurs façons. Moi, une injustice, une exclusion, c'est une difficulté. Mais Guillaume, donc, laisse-moi. Donc, face à cette... Non, je ne le documpe pas. Il a posé une question. Donc, face à cette difficulté, son épouse ne fait que... Voilà, son secours. Mais elle, c'est tout à fait normal. C'est son droit, c'est bien sûr. Le contraire lui aurait été reproché. Vraiment. Si elle s'était assise à la maison, ne rien dit, c'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais le fait qu'elle parte devant les femmes du parti pour leur donner un message d'espoir, pour leur dire de croire en ce qui arrive, à croire demain, c'est déjà quelque chose. On se pose beaucoup de questions sur son rôle au sein du parti. Ça soulève beaucoup d'interrogations. Mme n'est dans aucun organe du parti. Je dis bien qu'elle a été invitée et elle n'est pas la marraine c'est ce que vous avez fait. Elle n'est pas la marraine, elle a été invitée. C'est ce qu'on a lu là dans la presse. Mais je vous dis maintenant, c'est une information. Nous n'étions pas sur place. C'est pourquoi quand j'ai commencé. Tous les médias qui ont relayé sont des médias crédibles. Oui, elle a été annoncée en qualité de marraine. Ça a été une mauvaise information. De votre maître de cérémonie, alors. Non. Bien. Elle a dit, pardon, M. Niawa. Elle a été simplement invitée. Comme elle a fait la dernière fois. M. Niawa, s'il vous plaît. Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce qui est. M. Niawa, s'il vous plaît. Elle a dit que chaque fois que Mme Gbagbo a eu une prise de parole en public, elle a tout été invitée, elle n'a jamais pris l'initiative elle-même de le faire. C'est ce que vous voulez nous faire passer comme message? Non, c'est pas ce que je vais dire. Voilà. Je parle de la cérémonie du samedi. Oui, mais sinon, la fois dernière, elle a fait le tour d'Abidjan. Voilà. On dit merci. John Bato, ensuite vous aurez tout le temps. Merci Marcelin Niawa. John Bato, allez-y. Moi, ce que je voulais demander à mon ami et frère Marcelin Niawa, qu'est-ce qui
si Mme Nadi Gbagbo est obligée de venir, ça dit que le parti a échoué et que maintenant il faut la parole de l'épouse pour pouvoir peut-être convaincre les militants. Parce que elle parle de conscience, comme l'a dit Michel. Elle parle de conscience. Ça dit que le parti, dans son ensemble, n'a pas réussi à convaincre les consciences. Parce que finalement quand Mme Nadi Gbagbo, excusez-moi, parce que bon, c'est un peu nouveau pour nous, quand Mme Nadi Gbagbo fait cette sortie, elle change de cap, parce que c'est un changement de cap radical. Elle abandonne la piste CEI pour se focaliser sur le Conseil constitutionnel. Elle s'est dit que le parti, elle vient rectifier une démarche qui aurait été c'est la même ligne. C'était ça le sens de ma question au départ. Est-ce que vous permettez? Allez-y, répondez rapidement, Michel Betta. Ce que je veux dire, M. Guillaume Bato veut forcément faire de Mme Nadi Gbagbo porte-parole du parti. Il soulève des interrogations. Non, oui. Mais moi, je dis qu'elle a été invitée face à la situation de son époux. Mais quand elle parle du Conseil constitutionnel qui sera saisi. Oui, mais c'est une démarche. C'est une démarche. C'est elle qui mènera à cette démarche? Non. Elle explique, c'est une explication, c'est une analyse qu'elle fait. Et son analyse, ça aboutit au Conseil constitutionnel. Pour dire que le président de la CEI lui-même reconnaît que le président Laurent Gbagbo a ses droits civiques et politiques. Alors il ne reste que le Conseil constitutionnel. Merci, Michel Betta. Moi, je suis surpris que la voix de Nadi soit aussi... je ne sais pas, l'interprétation qu'on en fait. On a vu Willy Mandela, ce n'est pas la même trappe. C'est pas le même parcours. Non, mais ça a commencé quelque part. C'est pas une question de parcours. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part. Ça a commencé quelque part. Moi, je dis aujourd'hui, c'est cette voix-là qu'il faut entendre, celle de la voix. Quand on est devant certaines obstructions, certains blocages, la voix de la femme qui se lève pour faire changer les choses, la voix de celle qui veut faire entendre une notion de cloche. Il faut comprendre cela. Moi, je dis même, là, au contraire, même la voix de Nadi, c'est une voix mobilisatrice. En ce sens que cette voix mobilisatrice, il faut la saluer. Il faut la saluer. Parce que, en ce sens que, elle ne s'attarde pas seulement sur le problème de son mari. Elle dit, on n'est pas seul. Elle a dit dans ses propos, on n'est pas seul. Donc, il faut comprendre par là que tous ceux qui, comme Gbagbo, sont radiés. Je parle de Soro Guillaume, je parle de Blé-Goudé, je parle de Tidiane Thiaba. Mais il y a des raisons. Il ne faudra pas confondre le cas de Gbagbo aux autres cas. Non, la question n'est pas le cas. Mais quand elle dit on n'est pas seul dans ses propos, elle a dit on n'est pas seul. Vous suborderez, vous ne savez pas ce qu'elle veut dire. Non, mais en fait, on analyse ses propos. C'est une analyse. C'est une analyse. Quand elle dit on n'est pas seul, ça veut dire qu'au contraire, aujourd'hui, on doit tous se mobiliser. Et cela a été entendu sans type par certains partis politiques, parce qu'après cette intervention, d'autres ont réagi sur la question. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre où il faut que nous regardons ces élections à venir avec des yeux lucides. Merci Michel Betta. Oui, je vais finir. Bon, finissez rapidement. Voilà. 30 secondes seulement. Il faut qu'on regarde ces élections à venir avec des yeux lucides. Parce qu'on ne pourra pas répéter les mêmes choses et espérer d'autres résultats. On a répété l'exclusion, on a vu ce que ça nous a conduit, ce à quoi ça nous a conduit. L'exclusion nous a conduit à une rébellion, l'exclusion nous a conduit à un coup d'État. Si aujourd'hui on veut le répéter pour faire encore la même chose, ce serait dommage pour nous. Bien, vous dites que l'opposition est responsable. Pourquoi dommage donc? Dommage en ce sens que quand des personnes se lèvent pour faire c'est pas forcément les voix de l'opposition, c'est des personnes qui dans le pays se sentent, on l'a vu à Soro Guillaume, il n'était pas de l'opposition, mais il n'était pas du RDR quand il a pris la tête de la rébellion. Il a dit qu'il le prend parce que c'était un exclu du processus électoral. Merci Michel Betta. Valentin Zawi. Oui, pour la clarté du propos, moi j'avais quand même un point à relever. On parle de Mme Nadi Gbagbo qui prend la parole publiquement, qui statutairement n'est pas dans une instance du PPAC, si on a bien compris, qui parle et qui défend son époux, c'est tout à fait à son honneur. Mais ça ne nous aura pas échappé que dans ce pays, il y a plusieurs partis politiques, dont plusieurs chefs de partis politiques, dont les épouses ne prennent pas forcément la parole publiquement et de surcroît pour aborder les sujets politiques. Est-ce à dire que Mme Nadi Gbagbo est politiquement engagée? Parce que finalement, c'est l'impression que ça donne, en fait. Oui, mais ça ne veut pas dire est-ce qu'elle est militante du PPAC? Elle est la question, par exemple, au PDCI, pourquoi les militants du PDCI n'invitent peut-être pas la femme de l'époux de Thiam? C'est ce que vous voulez dire. Ah non, pourquoi les militants du FPI n'invitent pas la femme de Non, mais elle prend l'initiative aussi. Vous l'avez dit, elle prend aussi de l'initiative. Elle n'est pas qu'invitée, elle prend parfois des initiatives. Donc c'est différent. Mme Nadi Gbagbo, elle a pris... Elle est engagée politiquement. Non, elle n'est pas venue parler. Mais c'est son droit. C'est son droit, mais c'est pas...
pas à vous de l'amener forcément à ce qu'elle n'a pas sa carte du PPSI. Elle a été invitée. Et je dis bien, face à l'injustice que subit son mari. On a compris, Marcel. Elle n'est pas invitée. Elle prend aussi des initiatives, en fait. Elle a pris quelle initiative? Non, vous avez dit qu'elle a aussi fait des tournées. Mais elle n'a pas des tournées politiques. Ah, si. C'était pas des tournées politiques. C'était juste des tournées de remerciements qu'elle a fait. C'était pas des tournées politiques. Dis merci si à vous qui? dites aux femmes de Côte d'Ivoire. Ah non. Bah oui, mais pour tout le soutien qu'elles ont apporté à son époux. Non, pas toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Si c'était des tournées politiques, ça serait inscrit dans l'agenda du Bien. Toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Merci Marcel Niawa. Guillaume Bato. Oui, non, bon, moi, vous savez, mon ami Beta veut comparer Mme Nadi Babou. Oh, je dis ça commence quelque part. Winnie Mandela. Mais ça commençait quelque part. Pourquoi pas? Il y a un début à toute chose. Mais elle n'est pas engagée politiquement. Alors, donc, on ne peut pas dire Il s'est engagé. Lui s'est engagé quand son mari était en prison. S'il vous plaît, on ne parlera pas en même temps. Du tout. On a envie de fabriquer une icône pour sauver le président Gbagbo, qui est en difficulté, comme a dit mon ami. Qui fait face à une injustice. Et qui est en difficulté. Oui, mais c'est une injustice. On peut fabriquer aujourd'hui. Pourquoi il en fait une fixation, M. Bateau? Je sais pas. Je constate, c'est quand même, c'est un aveu de taille. C'est pas un aveu. C'est pas il subit une injustice. C'est pas un scoop. Non, je ne comprends pas que mon ami l'État. Alors, dernière question pour vous. Un beau Messi, est-ce que quand même comparer Nadi Babou à Winnie Mandela? Mais je vais donner la voix à ces femmes parler. Simone Gbagbo a parlé. Bien. Merci. Qui se lève Merci, Marcel Niawa. Merci, Guillaume Bato. Alors, dernière question. Mais je pense qu'il fallait lui dire merci. S'il vous plaît, Marcel Niawa. Elle a aussi dit que Laurent Gbagbo est l'unique candidat du parti. Est-ce que c'est sain pour la démocratie interne du PPACI? Ça, c'est le problème du PPACI. Mais est-ce que c'est sain selon vos analyses? Ce n'est pas sain, bien entendu. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Ici, je l'ai dit à plusieurs reprises. Le PPACI, le PDCI, le COGEP, GPS ont tort de dire les X ou rien, Y ou rien. Si nous sommes dans une démocratie, si nous voulons porter des projets et non des individus, si nous voulons porter des idées, on devrait pouvoir trouver dans chacun des partis politiques de Côte d'Ivoire des cadres suffisamment formés pour porter le projet si le leader pressenti est en difficulté, comme c'est le cas pour le président Gbagbo et comme vient de le reconnaître mon ami Niawa Marcel. Or, ici, on dit non, lui ou rien. On a plusieurs fois discuté de l'exemple sénégalais. Je vous ai parlé la dernière fois sur le plateau de l'exemple roumain. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où Madame Gbagbo est obligée de voler au secours de son époux parce que la stratégie, on voit bien qu'elle est infructueuse. Merci. Marcel Niawa, vous avez 30 secondes pour terminer. Oui, moi, ce que je veux dire, il évoque le cas sénégalais. Oui. Mais au Sénégal, il y a eu Sonko, il y a eu Doumaï Faye, parce qu'il y a eu Macky Sall. Ouais. Donc, il faut aussi qu'il le retienne. Macky Sall a fait quoi? Il s'est retiré. Non, c'est pas fait. Non. Il pouvait faire toi ici. Mais attends, il y a eu Macky Sall 4 mandats. Il n'est pas à la fin de son mandat. Il n'était pas à la fin de son mandat. Là, vous tendez vers un 4e mandat. Il n'est pas à la fin de son mandat. Il n'est pas à la fin de son mandat. Mais dans une nouvelle république, mais c'est pas je veux dire. Un deuxième mandat de la nouvelle république. Allez-y. A été fait candidat conformément au statut de son parti. Il y a eu toutes les étapes ont été connues. Et aujourd'hui, on n'abandonne pas un capitaine en difficulté. Merci Marcel Niawa. Il ne se noie pas. Merci. Parce qu'un capitaine a subi la justice, il faut l'abandonner. J'ai dit non. Voilà, maintenant, nous sommes dans le carton rouge, bien sûr. Voilà, le premier carton de cette émission avec Marcel Niawa. Au carton rouge, je reviens toujours sur les morts qu'il y a ces derniers temps causées par les inondations. Il faut que le gouvernement rapidement fasse quelque chose, reloge dans des endroits bien appropriés ces personnes pour qu'on ne voit plus ces gens de cas. Ça fait très mal de voir des gens en plein sommeil, il y a des éboulements, des gens qui sont en souffrance. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Bien, Guillaume Bato, carton rouge. Oui, carton rouge encore à nos chauffeurs sur nos routes. Avant de venir sur le plateau, on a pris ce grave accident sur l'autoroute menant Yopougon à Djamé, avec des gens calcinés, un gros carambolage. Selon les informations, c'était une mauvaise conduite d'un chauffeur de Baka qui a occasionné tous ces dégâts.
vraiment carton rouge à ces chauffards qui endeuillent les familles chaque jour. Au lieu d'en appeler au gouvernement pour être de plus en plus sévère contre tous ceux qui créent l'insécurité sur nos routes. Et condoléances aux familles endeuillées, prompt établissement aux blessés, et vraiment carton rouge à ces chauffards. Bien, Valentin Zawi, carton rouge. Oui, à votre permission, je partage le carton rouge de Guillaume parce que j'avais envie également le chiffre du jour. Carton rouge par rapport à l'incivisme. J'avais prévu parler de tous ceux et celles qui font de nos rues, de nos routes leurs poubelles. Donc, ils jettent voilà, de papier partout. Mais en plus, comme il a dit également, toutes les personnes qui ne respectent pas le code de la route et qui font qu'après, on a des morts. Et vraiment, carton rouge à ces personnes-là. Michel, oui, je vais rester toujours sur la route, mais cette fois-ci, c'est pour parler des panneaux de signalisation. Voyez-vous, en ce moment, vous êtes sur la route, il n'y a pas de panneaux et on vous dit comme ça que vous ne devez pas passer là, passer là. Vraiment, je pense qu'il faut penser d'abord à signaler les passages avant que les forces de l'ordre ne puissent intervenir pour arrêter un automobiliste qui souvent se retrouve dans une posture qu'il ne devrait pas. Bien, place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 25. En effet, ce mardi matin, à 9h47 précisément, un carambolage a suivi d'un incendie s'est produit sur la voie express Yopougon à Djamé, à hauteur de la rivière Banco. L'accident impliquait 11 véhicules, dont 2 ont pris feu. Bilan, 25 victimes au total, 19 évacués au CHU de Yopougon, 2 ont refusé l'évacuation. 4 décès certains brûlés et coincés dans les véhicules. La gendarmerie, la police et les pompes funèbres étaient également présentes sur les lieux. Réaction Michel Bétard sur cet accident triste. Oui, vraiment, je m'incline encore face à la mémoire de ceux qui sont partis et on présente mes sincères condoléances et prompt rétablissement aux blessés. Moi, ce que j'observe sur les routes, c'est la distance entre les véhicules. Vraiment, sur ce côté-là, je ne sais pas pourquoi, à une vitesse assez forte, comme ils sont coincés au point que personne ne laisse l'espace entre lui et le véhicule qui le suit. Donc, quand il y a un carambolage, tout le monde est obligé de se retrouver coincé dans cette voie-là. Donc, je pense que déjà, sur ce point, j'en appelle à la vigilance des automobilistes qu'ils fassent un effort pour avoir au moins une distance raisonnable entre eux et les autres véhicules, de sorte que quand ce genre de situation se présente, on puisse freiner et éviter ces carambolages qui font quand 23 véhicules impliqués. C'est trop. Merci Valentin Zawi. Oui, c'est dommage. Ce sont des vies brisées, ce sont des pertes en vies humaines, donc on ne peut que s'incliner devant la mort de ces concitoyens qui sont passés de vie à trépas. Après, ça pose, ce sera ma chute, ça pose la question de à quel moment est-ce que nous, Ivoiriens, nous incarnons nos valeurs qui sont consignées dans notre devise. Union, discipline, travail. Malheureusement, la discipline n'est pas la valeur la mieux partagée chez nous. Et je pense qu'il est temps que vraiment on mène des réflexions pour que les citoyens que nous sommes, là où nous trouvons, nous respections les règles, la loi, les codes, parce qu'une société, ce qu'elle a de meilleur, c'est la loi. Bien. Guillaume Bateau. Oui, mon ami frère Beta a raison. Sur les routes, parfois, moi, je suis surpris par l'inconscience et l'insouciance des gens. Les gens roulent comme si rien ne pouvait arriver. Or, malheureusement, il peut arriver des obstacles. L'une des causes de ces différentes morts sur nos routes, c'est la vitesse. Les gens vont à vive allure sans tenir compte d'une précaution. Et malheureusement, dès qu'il y a le petit obstacle, on assiste à ces genres de scènes macabres. Et c'est dommage. Et il faut vraiment en appeler à la conscience de nos concitoyens. Je crois qu'on va faire appel à Mme Nadi Babou pour parler aux consciences sur ces cas-là. Ça peut nous aider. Oui, les consciences morales, c'est... Je n'ai pas vu venir celle-là, mais bon. Bien, Martin, on va terminer. 25 victimes. Je voulais faire comme les amis pour présenter toutes mes condoléances aux familles des personnes qui sont mortes dans ces conditions, en tout cas non souhaitables. Mais aussi appeler l'État à démultiplier les campagnes de sensibilisation sur nos routes. Et il faut que nos forces de l'ordre prennent conscience qu'elles sont sur les voies, sur les routes, pour que ces genres de cas ne se produisent pas. Mais souvent, on voit les policiers qui sont distraits, les véhicules, ils sont sur leur smartphone, ils sont au téléphone, eux-mêmes qui sont là pour mettre de l'ordre, tu les vois, ils sont dans le désordre. Ça aussi, il faut qu'ils prennent conscience. Parce que leur seule présence, ça dissuade. Donc, il faut que l'État démultiplie encore une fois de plus
la mobilisation, la sensibilisation du moins, et puis que les policiers fassent que les chauffeurs, les conducteurs puissent avoir ce sentiment d'être vraiment surveillés pour qu'ils puissent freiner un peu dans la vitesse. Merci Marcel Niawa, Guillaume Bateau, Michel Beta et Valentin Zawi. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50 pour un autre numéro d'Entre deux News. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et sur vous. Amen. Bonsoir.